Salut mes compagnons d'aventure, c'est moi, c'est Chronolex, votre passeur d'histoire inconnu au bataillon, et bienvenue dans mon émission. Cette année, on célèbre les 80 ans de la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, sachant que mon grand-père a participé au conflit. Je vais tâcher de vous préparer plusieurs épisodes originaux sur le sujet, et dans cette vidéo, je vais vous parler des Français dans le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Leur participation est mal connue ou méconnue. Et non, pour ceux qui sachent, on ne va pas que parler du commando Kiefer. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, mettre la cloche pour découvrir ou redécouvrir avec moi les combats oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage et... En avant! Merci, Miss Fortune. Bienvenue. Vous êtes sur des histoires inconnues au bataillon. Plantons le contexte. Contexte. Nous sommes dans les années 30. L'Europe est une poudrière, et paf! Un petit moustachu surnommé le H, et son Allemagne fâchée déclenche en 1939 la Seconde Guerre mondiale. Ils réussirent à conquérir toute l'Europe. Toute? Non. Une petite île habitée par d'irréductibles et perfides Anglois résiste toujours et encore aux Allemands. La guerre continue, et les nazis ont réussi à se mettre à dos l'entièreté du monde libre. Enfin, libre, je sais pas si l'URSS ça compte, mais tonton Staline en a marre d'être le seul à réellement affronter les Allemands, et met la pression sur les Alliés pour débarquer à l'ouest et foncer sur les zones industrielles allemandes de la Ruhr. Les Alliés se décident, et ils attaqueront la forteresse Europe. C'est comme ça que les Anglais appelaient le continent à cause des fortifications côtières. Où est-ce que les Alliés vont débarquer? Le choix se fait sur la Normandie. Une zone pas trop loin des côtes britanniques et sans doute moins attendue que le nord de la France. C'est alors que l'une des plus grandes armées jamais levées, qu'elles soient maritimes, terrestres et aériennes, se prépare à débarquer sur les côtes normandes. Les troupes sont principalement composées d'Américains, de Britanniques et des Canadiens, mais il y a eu aussi des Polonais, des Tchèques et même, oui, des Français. Ce jour-là, les combattants tricolores seront un peu plus de 3000 hommes. Bref, maintenant que vous avez les bases, nous allons voir le rôle des Français dans le D-Day, et vous allez découvrir des choses surprenantes. Énorme! Qui sont les premiers libérateurs français de notre cher pays, la France? Les premiers Français à venir, ce n'est pas la première armée du général de Gaulle, ou bien la célèbre deuxième DB. Mais ce sont des hommes qui, pour la plupart, ont rejoint l'Angleterre et la France libre dès 1940, et certains l'ont même fait avant le célèbre appel du 18 juin. Ils sont militaires de profession, mobilisés de 39-40, ou encore simples civils, et parfois ils étaient même mineurs. Tous s'unissent pour une seule et même envie, libérer leur pays. Vous l'avez deviné, on va donc commencer avec le fameux commando Kiefer. Les commandos partent pour l'aventure, soleil couchant les saluts. Longtemps restés dans l'oubli car ils ont combattu sous l'uniforme britannique, ces hommes sont les premiers commandos français de l'histoire. Kiefer, un Alsacien âgé de 40 ans, rêve pour l'armée française libre de lui doter d'une troupe de commandos, après la fulgurante réussite des troupes anglaises en Norvège. C'est pour cela qu'il va recruter des Français au Royaume-Uni et convaincre les Anglais de les former au même niveau que leurs commandos, avec l'accord de De Gaulle bien sûr. Leur entraînement se fait en Écosse, et le stage commando va faire d'eux non pas des surhumains, mais quand le moment sera venu, plus rien ne comptera sauf la mission. Parlons-en du moment venu. Avant même le 6 juin, ils savaient en observant les cartes donnés par les Alliés qu'ils iraient débarquer en Normandie. Ils savaient que la mission serait extrêmement rude. Débarquant avec les troupes britanniques sur le secteur de Sword Beach, les généraux alliés leur ont même confié la lourde tâche d'attaquer l'un des secteurs, voire le secteur le plus fortifié de la côte normande, Ouistreham, et son impressionnante batterie d'artillerie pouvant pilonner la flotte de libération. Les hommes, pleins de courage, ne sont en réalité que 170 à grimper dans 2 LDC. Au total, ils seront plus de 5000 commandos, avec les Britanniques et les autres nations à attaquer les positions allemandes de Ouistreham. Mais les Kiefer auront l'honneur d'être les premiers à fouler le sol de France, car le chef britannique laissera ces messieurs les Français débarquer les premiers. Ils arrivent près de la côte, sautent dans l'eau,
et courent vers le sommet de la plage, sans se retourner, car ils ont pour ordre de ne pas aider les blessés. La course fut longue, mais pourtant, dans le feu de l'action, la majorité ne se souvient même pas avoir été trempée ce jour-là. Ils passent dans un champ de mines sans souci, neutralisent un premier bunker, puis, lorsqu'ils arrivent vers une colonie de vacances abandonnée, ils posent leur lourd paquetage pour s'alléger. Ils rentrent en ville et font taire des nids de résistance et mitrailleuses allemandes, sauvant ainsi la vie de nombreux fantassins derrière eux. Leur nouvel objectif est de foncer vers l'ancien casino. Les Allemands l'ont détruit, ne gardant que le rez-de-chaussée, et le transforment en un stupéfiant bunker. Ils vont devoir le neutraliser, les hommes de Kiefer, mais ils se cassent les dents. En effet, les soldats français n'ont pas eu les armes nécessaires pour enfoncer l'imprenable blocos. Dans la difficulté, et blessé, Kiefer va chercher un char Sherman auprès des Britanniques. Il monte sur le blindé, se place à l'arrière de la tourelle et commande au chef de char la suppression de la mitrailleuse lourde, les empêchant de prendre le casino. Une douzaine de coups plus tard, et Kiefer une seconde fois blessé par des éclats d'obus, l'arme automatique allemande est détruite. Le bunker est pris. La ville de Ouistreham n'est pas encore totalement libérée que les commandos français doivent la quitter et foncer vers Pegasus Bridge, un pont tenu par des parachutistes anglais et écossais. Commandos et paras vont défendre ensemble le pont face aux Allemands afin d'assurer la prise de camp. Le débarquement est globalement une réussite et va suivre la bataille des Bocages, ou l'enfer vert comme on disait. Kiefer sera rapatrié le 8 juin à cause de ses blessures. Le jour J, dans son commando, 10 hommes seront tués et 36 blessés. Eux qui ne devaient tenir que 3 ou 4 jours sur le front, les commandos ont finalement poursuivi la lutte pendant 78 jours d'affilée, et ça, sans relève. À la fin, les pertes sont terribles. Il ne reste que 24 survivants sur les 177 engagés ce jour-là. Ce constat dramatique vient du fait qu'ils ont souvent combattu dans des situations périlleuses, de manière isolée et sous-armée. N'oublions pas leur sacrifice. Après vous avoir oubliés par la mémoire collective, mais qui pourtant ont joué un rôle important dans le D-Day. Les pilotes français. Les Français ont participé dans les combats aériens de ce jour fatidique. Tout d'abord, parlons du groupe Lorraine. Les fondateurs de ce groupe, servant dans la Royal Air Force, sont à l'origine des pilotes ayant participé à la campagne de France. Après la défaite, ils ont rejoint l'Angleterre et la France libre. Ils forment 2 escadrilles, Metz et Nancy. D'ailleurs, avant le jour J, ils ont été dans tous les combats. D'abord au Tchad, puis en Libye où ils ont aidé Leclerc dans sa lutte contre la DAC de Rommel, notamment dans la bataille de Koufra en 1941. L'année suivante, ils partent pour l'Angleterre. Puis, entre 1943 et début 44, les pilotes français, avec leur Douglas, se spécialisent dans les bombardements de nuit. Ils auront pour mission d'attaquer les gares, les centrales électriques et sites de lancement de V1 en France, mais aussi aux Pays-Bas. Le 6 juin, ils ont pour mission de créer un écran de fumée en posant un rideau fumigène pour gêner les ripostes allemandes à Omaha Beach. Les avions, pour déposer leur stratagème, devaient voler à environ 15 mètres de haut, à plus de 370 km/h pour déverser leurs très toxiques nuages. Par la suite, le groupe Lorraine participera à la destruction de chars en Normandie. Puis, il continuera la guerre et seront engagés dans la bataille des Ardennes. Ils combattront jusqu'à la fin et finiront la guerre à bord de B-25 Mitchell. 6 autres groupes d'aviation de la FAFL prendront part au combat. Ce jour-là était engagé le groupe Guyane et Tunisie. Ce sont des bombardiers lourds, pilotant des Halifax et participant au bombardement des côtes. Mais il y avait aussi des bombardiers légers, équipés de bimoteurs Boston, comme le groupe Lorraine que je viens de vous parler, ou le groupe Berry. Et n'oublions pas les groupes de chasse, qui étaient à bord du célèbre Spitfire, comme le groupe Alsace, Cigogne ou encore Île-de-France. Ce 6 juin 1944 ne vit pas vraiment d'affrontement aérien. Ce n'est que le lendemain que la Luftwaffe riposte dans les airs. Les Français sont aussi présents sur mer. La marine est composée de 2 forces, ceux de la France libre, qui sont là depuis 40, et ceux de l'armée d'Afrique, c'est-à-dire les marins qui sont restés fidèles à Pétain jusqu'en 42. Les marins de De Gaulle sont ce jour-là au nombre de 3000 hommes et représentent 90% des forces tricolores. Bon, la majorité des forces navales françaises sont en réalité engagées en Méditerranée, afin de soutenir l'attaque en Italie,
et préparer le débarquement en Provence. Celui-là aussi, je vais en parler dans un prochain épisode. Bref, revenons à nos débarquements normands. Certains navires serviront à bombarder les côtes et blocos ennemis, comme le croiseur Montcalm et le George Lug, je sais pas comment ça se dit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. D'autres bâtiments vont bombarder les côtes. Par exemple, le contre-torpilleur La Combattante, à Juno, continuera à tirer, même après le cessez-le-feu imposé par les Alliés. Il outrepasse les ordres afin de prendre à partie des défenses allemandes qui n'ont pas été repérées plus tôt. Malheureusement, ce dernier s'échoue sur un banc de sable, car celui-ci s'était approché très près, voire trop près des côtes, afin que ses tirs soient plus efficaces et plus précis. On compte d'autres vaisseaux qui ont servi ce jour-là. Nous avons par exemple la corvette Laconite, ou encore la Renoncule, ou encore la frégate Escarmouche, qui servait dans la protection des convois maritimes. C'était une mission cruciale pour que les hommes puissent débarquer en toute sécurité. Pour conclure, les Français ont bien participé à la libération de la France, en étant parmi les premiers à débarquer ce 6 juin 1944. Longtemps oubliés car ils ont combattu sous l'uniforme britannique, sous le commandement des États-Unis et du Royaume-Uni, car ils ne représentent qu'un petit nombre parmi les 150 000 soldats alliés débarqués, mais aussi car l'armée française après la guerre ne voulait pas d'eux. Leur exploit reste formidable, et il faut garder en mémoire leur courage, leur détermination. C'est aussi grâce à eux, et grâce à leur sacrifice, que la France a pu redorer son blason auprès des Alliés, et prendra à partir de ce moment davantage de place dans la libération de l'Europe et de son territoire. À présent, c'est la première armée, la deuxième DB et les troupes coloniales qui vont jouer un rôle dans la délivrance du pays. Je vous remercie d'avoir écouté mon épisode. Je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche si vous souhaitez découvrir avec moi la libération de la France entre 1944 et 1945. Je compte sortir plusieurs petites pépites sur les combats oubliés des soldats français. Je vous invite à mettre un j'aime d'ailleurs pour valoriser mon travail et si celui-ci vous a plu. Aussi, partagez massivement mes contenus pour que ma chaîne puisse prospérer avec vous. En effet, le bouche à oreille fait beaucoup. On se retrouve très vite. C'était Chronolex, votre passeur d'histoire inconnue au bataillon. Salut! Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.